Considérons le serveur web d'une banque et d'un utilisateur qui y est connecté. Grâce à la politique de même origine, un attaquant ciblant la session entre l'utilisateur et la banque ne peut pas inciter l'utilisateur à se connecter à une deuxième application web malveillante à partir de laquelle il pourrait attaquer la session entre l'utilisateur et la banque. La politique de la même origine empêcherait cela. La seule solution pour l'attaquant est donc de trouver un moyen d'attaquer directement la session entre l'utilisateur et la banque. Dans cette vidéo, nous allons voir l'attaque cross-site scripting, exploitant certaines vulnérabilités dans la façon dont le navigateur et le serveur web interagissent entre eux. Le cross-site scripting est une attaque par injection de code. Elle permet à un attaquant d'exécuter des scripts malveillants dans le navigateur du client. Le script malveillant est inclus dans une page web que la victime télécharge à partir d'un site web vulnérable. Comme nous le verrons, par vulnérable, nous entendons un site web que l'attaquant peut utiliser pour renvoyer une page HTML contenant un script malveillant injecté. Il existe différents types d'attaques de type cross-site scripting. Chacune de ces attaques consiste à tromper le site web vulnérable pour qu'il renvoie une page web infectée par un code malveillant. Comme vous le savez, il existe de nombreuses applications web où vous pouvez rechercher quelque chose, sur un site marchand par exemple. Sur cette diapositive, vous pouvez voir un aperçu de mon navigateur. J'ai cherché des romans historiques sur Amazon. Et vous pouvez voir que dans la page HTML retournée, les critères de recherche que j'ai entrés sont inclus. La page HTML me dit, en gros, vous avez cherché des romans historiques. Vous pouvez lire la phrase « Over 100,000 results for historical novel ». Cela signifie donc que ce que j'ai saisi est reflété dans la page HTML retournée. Et en fait, si le site web ne vérifie pas ce qu'il reflète, ce qu'il renvoie comme page HTML, c'est-à-dire si le site web est vulnérable, un attaquant peut monter une attaque de type cross-site scripting en exploitant justement les données reflétées. Alors, voyons l'attaque en détail. Vous avez donc une application web qui est servie par un site web vulnérable en haut de la diapositive. Vous avez l'utilisateur, victime, sur la droite. Et vous avez un attaquant sur la gauche. L'attaquant va commencer par utiliser un peu d'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, on en parlera beaucoup plus tard, est tout ce qui exploite la vulnérabilité humaine. L'attaquant envoie un email contenant un lien vers le site web vulnérable, avec certains critères de recherche ajoutés à l'URL. KW est l'abréviation de keyword, mot-clé. Cependant, au lieu de mots-clés, le paramètre KW contient un script malveillant. L'utilisateur qui reçoit l'email ne se méfie pas et clique sur le lien. Une requête GET avec un critère de recherche contenant le script malveillant est envoyée au site web. Le site web est vulnérable, il ne vérifie pas les critères de recherche et renvoie une page HTML où le script est reflété. Vous avez cherché balise, script, code malveillant. Le problème est que chaque fois qu'un navigateur voit quelque chose qui commence par la balise script, il l'exécute. Le script malveillant est donc exécuté par le navigateur de la victime. Et le script malveillant peut donc effectuer toute action dans l'application que l'utilisateur peut effectuer. Le script malveillant hérite en fait des privilèges de l'utilisateur au sein de l'application. Alors cette attaque de type cross-site scripting exploite deux vulnérabilités. Elle exploite la vulnérabilité humaine puisque la victime a été incitée à cliquer sur le lien malveillant envoyé par l'email. Elle exploite également la vulnérabilité du site web, car un site web sécurisé ne devrait pas inclure de code arbitraire dans une page HTML qui est renvoyée.
La conséquence est que le script malveillant a obtenu le privilège d'accéder aux ressources liées à l'application web. Un autre type d'attaque par cross-site scripting est l'attaque persistante. L'attaque persistante par cross-site scripting. Considérons d'abord un site web où les gens peuvent poster des commentaires, par exemple un site de blog. Les commentaires insérés par les utilisateurs deviennent persistants. Ils sont en général stockés dans la base de données qui est utilisée par l'application web. Par exemple, ici vous avez un site de blog sur un célèbre hôtel à Tahiti où les gens peuvent insérer des commentaires. Et généralement, dans ce type de blog, ce sont les commentaires les plus récents qui sont affichés. Vous pouvez voir donc, entouré en rouge, le dernier commentaire publié sur ce blog. Donc je pense que vous avez commencé à comprendre comment l'attaque va se dérouler. Une attaque persistante de type cross-site scripting exploitera le fait que les utilisateurs peuvent insérer des données dans la base de données du blog et que le site web inclut ces données persistantes dans la page HTML renvoyée. Jetons un coup d'œil rapide à l'attaque. Tout d'abord, l'attaquant se connecte au site web vulnérable et insère un commentaire qui n'est autre qu'un script malveillant. Ensuite, la victime, et en fait je devrais dire une victime car il peut y en avoir plusieurs, toute personne qui se connecte au site web devient une victime. Ainsi, une victime se connecte au site web où sont publiés les commentaires. Le site web vulnérable inclut le script malveillant dans la page HTML retournée. Dernier commentaire, et c'est le script malveillant qui est reflété en guise de commentaire. Ce script est exécuté par le navigateur de la victime. Remarquons que cette variante de l'attaque cross-site scripting n'exploite pas de vulnérabilité humaine. Elle exploite uniquement la vulnérabilité du site web. Et comme je l'ai dit, cette variante ne cible pas un utilisateur en particulier, elle cible tout individu qui se connecte au site web. Disons quelques mots sur les actions malveillantes que le script malveillant peut effectuer. Tout d'abord, grâce au mécanisme de sandbox qui protège l'ordinateur hôte, le script malveillant ne pourra pas altérer l'intégrité de l'ordinateur hôte. Cependant, le script malveillant pourra mener des attaques qui voleront certaines données confidentielles utilisées dans l'application web, comme un cookie d'authentification. On verra ça plus tard. Ou d'autres attaques comme le keylogging ou le phishing. Le keylogging consiste à mettre en place un écouteur de clavier qui envoie les frappes de la victime à l'attaquant. Ainsi, l'attaquant peut intercepter les frappes de la victime dans l'application web. Le script malveillant peut également insérer dynamiquement un faux formulaire de connexion dans la page téléchargée. Définir l'attribut action du formulaire pour qu'il s'adresse au serveur de l'attaquant. Je dis bien au serveur de l'attaquant, pas au serveur web vulnérable. Puis inciter l'utilisateur à soumettre ces informations d'identification. C'est ce qu'on appelle une attaque par hameçonnage, phishing. L'email envoyé par l'attaquant dans le cadre de la première attaque cross-site scripting, l'attaque cross-site scripting réfléchie, était d'ailleurs également une attaque par hameçonnage. Alors, comment protéger une application web contre les attaques par cross-site scripting? En fait, la prévention des attaques par cross-site scripting n'est pas aussi simple que la prévention des injections SQL. Il existe 3 approches et nous allons voir chacune d'entre elles. La première solution pour qu'un site web ne soit pas vulnérable à une attaque de type cross-site scripting est le codage. L'encodage consiste à échapper les entrées de l'utilisateur afin que le navigateur de la victime ne puisse pas les interpréter comme du code. Elle doit être effectuée par le site web avant d'insérer les données de l'utilisateur dans la page HTML qui est renvoyée. Voici un exemple d'encodage. Comme le navigateur ne détecte pas la balise script, il n'exécutera pas le script malveillant. Cette solution est efficace, mais elle repose
sur le programmeur qui doit coder chaque entrée de l'utilisateur. La deuxième solution est la validation. La validation consiste à rejeter ou à nettoyer, sanitize, les entrées utilisateurs sur la base d'une liste de patterns autorisés, c'est-à-dire de balises autorisées ou de patterns interdits, c'est-à-dire de balises interdites. Gérer une liste de motifs autorisés revient à gérer une liste blanche, whitelist. Gérer une liste de motifs interdits revient à gérer une liste noire, blacklist. Et si vous gérez une blacklist, le premier motif à inclure dans votre liste noire est bien sûr la balise script. Si l'option de rejet est choisie, toute entrée non conforme de l'utilisateur est simplement rejetée. Si l'option sanitize est choisie, toutes les parties invalides de l'entrée sont supprimées et le reste de l'entrée est utilisé normalement par le site web. Cette solution présente des avantages et des inconvénients par rapport à l'encodage. Elle conduit à des applications plus propres, où on ne voit pas certains caractères d'échappement bizarres qui sont affichés par les pages HTML, mais elle peut être plus compliquée à gérer. En particulier, la gestion de ces listes, blacklist ou whitelist, peut être assez lourde. La politique de sécurité du contenu est une autre option pour prévenir les attaques par cross-site scripting. Alors pour un universitaire comme moi, cette approche semble beaucoup plus convaincante, beaucoup plus propre que la solution du codage ou de la validation. Le codage ou la validation sont davantage des bidouilles de programmation qu'une solution propre et systématique pour contrer les attaques cross-site scripting. Le grand avantage de la CSP est qu'il s'agit d'une politique de sécurité séparée du code de l'application. Et cette politique de sécurité sera appliquée par certains mécanismes de sécurité mis en œuvre du côté du navigateur. Et ces mécanismes sont intégrés dans les navigateurs modernes. Fondamentalement, la CSP contraint le navigateur à n'utiliser que des ressources de confiance. Une ressource peut être un script, une feuille de style, une image ou tout autre type de fichier auquel la page HTML fait référence. Même si la page HTML téléchargée contient un script malveillant, qui n'a pas été encodé, qui n'a pas été nettoyé, CSP peut néanmoins empêcher l'exécution de ce script. Alors comment activer CSP ? CSP est activé dès que les pages d'un site web comportent un en-tête HTTP CSP supplémentaire. Cette en-tête est suivie d'un ensemble de directives de sécurité qui sont en fait un ensemble de permissions. Le navigateur appliquera la politique de sécurité définie par ces directives. La syntaxe de ces directives de sécurité se trouve ici. Une directive de sécurité est une paire dans laquelle le premier élément fait référence à un type de ressource et le second élément définit une liste de sources autorisées pour ce type de ressources. Vous comprendrez mieux avec un exemple de CSP. Dans cette politique de sécurité, il y a 3 directives de sécurité. Voyons la signification de chacune de ces 3 règles de sécurité. La première directive est ce qu'on appelle la politique par défaut. Elle stipule que les ressources qui ne sont pas spécifiquement couvertes par d'autres directives ne peuvent être téléchargées qu'à partir de l'hôte qui sert la page web. La deuxième directive stipule que les images peuvent être téléchargées de n'importe où. La troisième directive indique que les scripts peuvent être téléchargés soit à partir de l'hôte qui sert la page, soit à partir d'un site web spécifique, script.example.com. Cette directive s'applique, attention, aux fichiers de script. Elle ne s'applique pas aux scripts en ligne qui sont utilisés par les attaquants dans les attaques cross-site scripting que nous avons vues auparavant. Elle ne s'applique pas à ces scripts malveillants contenus dans une balise script. En fait, lorsque CSP est activé, les scripts en ligne qui nous embêtent dans le cas des attaques cross-site scripting, ces scripts sont tout simplement désactivés par défaut. Et si par hasard vous voulez les activer, vous devez ajouter l'expression source
Unsafe Inline dans la directive Script Source. Comme je vous l'ai dit, CSP est définitivement la solution pour protéger votre application web contre les attaques cross-site scripting. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas également assainir les entrées utilisateurs si, en tant que programmeur, vous voulez que les utilisateurs téléchargent des pages web propres, mais la protection prioritaire contre les attaques cross-site scripting devrait, à mon avis, être CSP. Je vous ai donc parlé des attaques de type cross-site scripting et de la manière de les prévenir. Nous avons vu que l'approche la plus propre pour contrer les attaques cross-site scripting est d'utiliser la Content Security Policy, la politique CSP. Alors il existe de nombreuses variantes d'attaques cross-site scripting. Nous n'avons pas pu toutes les voir. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que les attaques de cross-site scripting représentent environ 80% des attaques contre les applications web. Les attaques cross-site scripting sont donc une menace très sérieuse à prendre en compte lors du développement d'une application web.